Voici le livre que je vous conseille, qui est vraiment formidable, Le Vatican, la papauté face à un monde en crise. On parle beaucoup de diplomatie vaticane, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et voilà, François Meilly nous livre vraiment un livre formidable qui nous montre comment le Vatican déploie une diplomatie. C'est effectivement, il y a une diplomatie du Vatican. Staline m'a dit le pape point de division, mais en fait, il a beaucoup de poids diplomatique. Bonjour François. Bonjour Premièrement, Pascal. déjà, tu dis dans ton livre que Jean-Paul II a une vision géopolitique qui est fondée sur la fracture Est-Ouest, alors que François, lui, joue plutôt sur le sentiment Nord-Sud. Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs éléments à prendre en considération pour comprendre et expliquer la diplomatie pontificale. C'est une diplomatie d'État et donc il y a des conditions structurelles de cette diplomatie sur la scène internationale. Mais exactement comme pour un État normal, on voit bien que le poids du décideur politique ici, du décideur religieux, compte également. Jean-Paul II venait de Pologne. Il avait connu la Seconde Guerre mondiale, il a connu l'expérience soviétique, il a vécu sous la Pologne soviétisée. Et donc, effectivement, sa vision globale était la vision d'un homme venu de Pologne et qui était marqué par l'expérience soviétique bien évidemment l'opposition Est-Ouest et la guerre froide. Le pape François, c'est totalement différent. Il est argentin, il n'a pas connu ces expériences-là. L'Europe lui est en fait un continent étranger. En revanche, il est marqué par son expérience latino-américaine. On voit bien que son positionnement à l'égard des Occidentaux est un positionnement qui d'abord est un positionnement à l'égard, et j'allais dire à l'encontre surtout, des États-Unis, et de manière plus générale, il a un regard extrêmement sévère sur les Occidentaux et sur le désordre du monde qu'il voit notamment à travers une grille économique qui est une grille économique effectivement nord-sud. Alors, tu dis en fait qu'au-delà du Saint-Siège, qui est déjà important, beaucoup d'ambassadeurs dans le monde, il y a aussi les ONG catholiques et aussi les églises locales. Tout ceci fait un ensemble extrêmement influent sur la scène mondiale. Tout à fait. C'est là la particularité du catholicisme par rapport à d'autres religions. Le catholicisme, au moins formellement, c'est une institution centralisée, c'est une institution hiérarchisée, et puis c'est une institution qui dispose du même maillage territorial dans tous les États. On retrouve partout ce maillage avec les diocèses, les paroisses et l'organisation d'une église locale autour de conférences épiscopales. Et puis il y a un autre type d'acteur, alors qui est bien évidemment dans une situation de plus grande autonomie à l'égard du Saint-Siège, ce sont les ONG catholiques. Et ces ONG catholiques, d'une part, elles sont fort anciennes, elles font partie finalement des premières ONG qui ont été créées. Si on prend Caritas Internationalis, que l'on connaît bien en France sous le nom de Secours catholique, on a là une structure qui a été créée en 1946, qui est présente dans plus de 160 pays et qui dispose de moyens financiers considérables. Cet ensemble-là, Église locale, diplomatie du Saint-Siège, ONG catholique, peut effectivement constituer une force d'influence assez importante dès lors qu'elle est bien organisée et, je dirais, qu'elle travaille de manière cohérente. Alors, tu pointes plusieurs faits saillants de la diplomatie de François, notamment sur la guerre en Ukraine. Il a pris des positions qui ne sont pas tellement celles du monde occidental auquel il est situé géographiquement, mais qui aussi sont plus marquées par ses origines. Oui, tout à fait. Il y a là, je dirais, une sorte de surprise. Plusieurs aspects sont à remarquer. Premièrement, une sorte d'alignement de 2013, début du pontificat, jusqu'en 2021, fin 2021, quelques jours du début de la guerre en Ukraine. On voit bien que le pape souhaite une réconciliation définitive avec le patriarcat de Moscou, souhaite se rendre à Moscou. Et puis il y a également la question syrienne et la question des minorités chrétiennes plus largement au Proche-Orient. Et en raison du positionnement de Moscou dans cette région, le pape accepte finalement de s'aligner sur l'approche du patriarcat de Moscou. La fameuse rencontre qu'il y a eu à Cuba
en 2016 entre le pape et le patriarche est tout à fait significative. Lorsqu'on lit la déclaration commune, on voit que cette déclaration commune reprend ni plus ni moins la perception du patriarcat de Moscou, y compris dans ses attaques contre l'Europe déchristianisée, une Europe qui ne respecterait pas la liberté religieuse. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect qui est plus lié sans doute au pacifisme de ce pape. Et là, il y a une rupture évidente avec la tradition de l'Église. La tradition de l'Église, très simplement dit, c'est l'acceptation de la légitime défense armée, y compris de la dissuasion nucléaire sous certaines limites. Le pape est en rupture avec cet aspect-là, puisqu'il va jusqu'à critiquer et condamner la possession même de l'arme nucléaire. Donc ce pacifisme du pape entre effectivement en considération dans son refus de s'aligner avec le droit international et de condamner l'attitude de Poutine. Autre élément très significatif dans sa démarche, c'est le soutien aux migrants. Oui, et là, il y a, je dirais, à la fois une ligne de continuité avec la diplomatie pontificale, je dirais l'attitude classique de l'Église catholique. L'Église catholique s'est toujours prononcée effectivement pour un soutien, un accompagnement des migrants. Et puis il y a un aspect plus personnel, qui est que le pape, sans doute d'ailleurs lorsqu'il s'est rendu au tout début de son mandat à Lampedusa, on sait bien qu'il est assez marqué par les rencontres et à l'évidence, il a éprouvé un choc lorsqu'il s'est rendu dans cette île et qu'il a rencontré les migrants. Il s'est d'une certaine manière redécouvert lui-même fils de migrants. Je pense que cet élément personnel dans sa propre biographie explique l'insistance sur ce thème. Il y a eu à l'évidence une survalorisation de ce thème, je ne nie pas son importance, mais tout de même par rapport aux différents enjeux dans les relations internationales, on pourrait trouver pratiquement tous les mois, voire toutes les semaines, des déclarations du pape sur ce sujet. C'est un axe fort en tout état de cause de son pontificat, même s'il faut remarquer qu'il n'est pas toujours suivi par les catholiques sur ce sujet. Autre problème aussi que tu soulignes et qui n'est pas très souvent remarqué dans ton livre, c'est que à la fois l'avenir du catholicisme il se situe en Afrique où il y a de plus en plus de prêtres, etc. Et en même temps, il y a une sorte de résistance des catholiques africains par rapport au message de François. Tout à fait. Ça fait partie effectivement des tensions de ce pontificat, mais sans doute que ce sont des tensions qui perdureront. Le pape a essayé de lancer une pastorale d'ouverture, être moins fixé sur le rappel du dogme, des normes, etc., et être plus dans une pastorale, une attitude d'accompagnement. Sauf que cette prétention-là, et puis la prétention du catholicisme à l'universalisme, s'affrontent avec une réalité que l'on connaît notamment en Afrique, qui est que s'il y a un universalisme catholique, il y a également des particularismes culturels du catholicisme. Et ces particularismes culturels peuvent entrer en confrontation avec, en l'occurrence, la pastorale d'ouverture du pape. On l'a vu sur la Notamment question. sur les droits homosexuels, c'est ça. Voilà, sur la question des homosexuels, on a vu que les églises catholiques en Afrique immédiatement disaient on ne peut pas bénir des couples du même sexe, ça ne fait pas partie de notre culture. L'homosexualité, c'est finalement un article d'importation ou d'exportation plus exactement des Occidentaux, et cette ouverture du pape aux homosexuels, nous ne la refusons. Alors il y a aussi un grand travail constant chez François, c'est un contact avec l'islam pour éviter Oui, le choc des civilisations. et exactement. Le pape, finalement, est une sorte de Dante Huntington. Il ne croit pas au choc des civilisations, d'une part, et en tout état de cause, il se bat contre ce qui pourrait être perçu comme un affrontement entre différentes religions. Et l'un des traits marquants de son pontificat, c'est effectivement ce travail de rapprochement avec l'islam, ou en tout état de cause, un travail, je dirais, de conciliation, un travail, la mise en place d'une politique de tolérance. On est sans doute moins dans le cadre théologique et plus dans un cadre éthico-politique, avec l'idée pour François que finalement, certes, le dialogue avec l'islam a son importance, mais ce qu'il compte, c'est qu'il puisse y avoir une coexistence entre les religions. Et pour cela, il insiste notamment sur le droit des minorités et il a signé un certain nombre de documents, dont le plus connu est ce fameux document sur la fraternité humaine universelle qu'il a signé avec le grand recteur de l'université Al-Azhar au Caire. Tu vois trois figures dans le pape François, médecin, médiateur, protestataire.
Tout à fait. Alors, protestataire, pourquoi? Ça renvoie à ce que l'on disait initialement. C'est un homme qui vient du Sud, il a une grille de lecture Nord-Sud et il proteste contre cet ordre du monde qui est en fait pour lui un désordre du monde. Et il proteste également contre ce qu'il appelle la colonisation idéologique du Nord sur le Sud. C'est la première figure. La deuxième figure, c'est effectivement la figure de l'humanitaire, la figure du médecin et la manière dont il estime que l'Église catholique doit se situer en accompagnement par rapport aux souffrances du monde. Ces deux figures-là sont particulièrement importantes dans son approche, effectivement. Voilà, merci François. Ben, je renvoie vraiment à la lecture de ton livre parce que c'est rare d'avoir quelqu'un qui connaît aussi bien en interne le Vatican, la papauté, et qui se détache de son sujet pour avoir un regard critique dessus. Et cette connaissance intime que tu as du Vatican et le regard extérieur que tu portes est quand même assez rare. Et donc, franchement, merci pour ce bouquin. Donc, le Vatican, la papauté face à un monde en crise. On parle toujours du poids de l'Église, on ne sait pas trop, mais là, grâce à ce livre de François, vous saurez tout sur ce que c'est la diplomatie vaticane. Merci Pascal.